Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et aujourd'hui, nous vous offrons une édition spéciale de l'émission avec un nouvel invité. Il s'agit d'un vieil ami, mais c'est sa première fois sur ce plateau, Steve Pitts, vice-président et stratège de portefeuille pour les titres à revenus fixes chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Steve, on travaille ensemble depuis longtemps et je sais que vous êtes tout à fait la bonne personne pour nous expliquer ce qui se passe actuellement dans le domaine des titres à revenus fixes. Je pense que les gens passent trop de temps à se concentrer sur le marché boursier, pas assez sur les titres à revenus fixes. Alors, si l'on considère les Canadiens dans leur ensemble, ceux-ci détiennent plus de titres à revenus fixes que d'actions. L'investisseur canadien moyen est un investisseur prudent avec environ 55 d'obligations et 45 d'actions. Compte tenu de la situation actuelle dans le monde, les titres à revenus fixes ont tendance à être le canari dans la mine de charbon pour ce qui est susceptible de se produire sur les marchés boursiers. Alors faisons le tour du monde pour 2025 et 2026. Steve, les auditeurs ne vous connaissent pas, ils sont nerveux parce qu'ils sont habitués à leurs invités, mais je sais que vous allez être à la hauteur. Êtes-vous prêt? Oui, tout à fait, Dave, et j'ai bien hâte. Alors oui, le monde passionnant des titres à revenus fixes. Eh bien, les personnes qui nous regardent sur YouTube ont déjà remarqué que vous êtes plus beau que la plupart de nos invités, c'est donc une bonne chose. Et vous avez une voix radiophonique pour ceux qui nous écoutent en audio. En passant, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado, notre chaîne YouTube. Nous adorons les commentaires élogieux 5 étoiles sur la prestation de Steve aujourd'hui, sur ses informations fabuleuses. Alors Steve, pourquoi ne pas revenir sur l'année 2025? On a discuté un peu avant de commencer. Vous aviez quelques réflexions sur les enseignements que nous pouvons tirer de l'expérience de l'année dernière en matière de titres à revenus fixes. Ouais, si l'on revient sur l'année 2025, je dirais que ce fut une année mitigée pour les obligations. L'un des thèmes que nous avons observé est en fait la volatilité des rendements obligataires qui a été assez faible en dehors de ce que nous avons vu en avril. En fait, au cours des derniers mois de l'année, le rendement des obligations à 10 ans a oscillé entre 4 et 4,2. C'est une fourchette assez étroite. Si l'on examine d'autres mesures de volatilité comme l'indice MOVE, qui est la version du Trésor américain de l'indice VIX, celui-ci avait atteint un niveau élevé vers 2022 puis est redescendu à son niveau d'avant la COVID. Si l'on examine la performance des obligations, elle a été là encore plus mitigée. Si vous vous situez dans la partie courte de la courbe, celle-ci a bénéficié de la baisse des taux d'intérêt par la Banque du Canada. Nous avons donc constaté des gains de 3,8 à 4 sur la partie courte. La partie longue était un peu différente car vous avez vu les rendements augmenter sur celle-ci. Les rendements ont donc baissé sur la partie courte et ont légèrement augmenté sur la partie longue. Je le rappelle, la partie courte est vraiment influencée par les mesures prises par la Banque du Canada en matière de baisse des taux, mais la partie longue est souvent influencée par d'autres facteurs. Et cette année, nous avons observé ce phénomène dans le monde entier avec l'augmentation des dépenses budgétaires, une inflation peut-être un peu plus tenace et par conséquent la nécessité d'émettre davantage de dettes pour soutenir cela. Cela a suscité des inquiétudes et nous avons vu les rendements à long terme augmenter en conséquence. Si l'on regarde la situation mondiale, les bons du Trésor américain ont été, oui, les plus performants de l'année, ce qui est un peu surprenant compte tenu de ce que nous avons vécu en avril et des rumeurs concernant la vente de bons du Trésor américain par les investisseurs étrangers. Cela ne s'est finalement pas produit à long terme. Les bons du Trésor américain ont en fait été les plus performants. Le Canada s'est classé dans la moyenne, tandis que le Japon a été l'un des moins performants, avec une hausse des rendements, en particulier sur la partie longue de la courbe. Vous aurez peut-être obtenu un petit coupon, peut-être un peu moins que le coupon sur les titres à plus long terme, en raison de la faiblesse générale des taux à long terme dans le monde entier. Si je regarde différents portefeuilles obligataires diversifiés, et nous avons discuté avec Sarah Riopel il y a quelques épisodes à propos des titres à revenus fixes dans le contexte d'un portefeuille global d'actions et d'obligations.
On peut parler d'un portefeuille, disons, un peu ennuyeux pour les obligations. Presque un retour aux années 90, lorsque Steve et moi étions à l'apogée de notre carrière à Toronto et que celle-ci semblait bien prometteuse jusqu'à ce qu'elle aboutisse à ce que vous voyez maintenant. Mais bref, une époque où les obligations d'État à court terme sont devenues la solution idéale et il n'y a rien de plus ennuyeux que les bons du Trésor américain pour cela. Ce n'était donc pas une année formidable ou passionnante pour les gestionnaires obligataires, car toutes les différentes choses que l'on peut faire dans le domaine du crédit, dans différentes parties du monde, on ne les a pas vraiment faites l'année dernière, pas vrai? Oui, c'est vrai, mais dans un sens, l'ennui est bon pour les obligations. Vous voulez que les obligations soient la partie, je dirais, ennuyeuse de votre portefeuille, même si je déteste le dire, surtout après ces dernières années. Mais comme vous le dites, quand il y a peu de volatilité, les gestionnaires actifs ne peuvent pas faire grand-chose pour en tirer parti. L'autre élément qui a vraiment aidé, c'est du côté du crédit, où vous avez vu les écarts se resserrer après s'être élargis pendant la période autour du jour de la libération. Les tarifs douaniers ont eu un certain effet sur l'année, que ce soit pour les titres de qualité investissement, à haut rendement ou des marchés émergents. Et cela s'est produit dans un contexte d'émissions records sur le marché des entreprises canadiennes. Nous avons également observé des émissions records et assez élevées aux États-Unis, tant pour les titres de qualité investissement que pour les titres à haut rendement. Oui, vous entendez probablement le même commentaire de la part de vos amis, de votre famille. Ma femme dirait ennuyeux, mais bon, en parlant de moi. Exactement. Je suis peut-être cool en tant que banquier, mais dans tout autre domaine, je serais considéré comme ennuyeux et bon. Alors, voilà pour 2025. À l'approche de 2026, nous avons déjà connu un peu d'effervescence sur les marchés des titres à revenus fixes. Par où voulez-vous commencer en ce qui concerne ce que nous avons déjà vu? Ou peut-être voulez-vous planter le décor? Peut-être avant d'aborder 2026, mettons en contexte les taux d'intérêt dans leur ensemble et les prévisions pour cette année en termes d'évolution. Oui, bien sûr. Je pense que si vous regardez nos prévisions pour nos différentes obligations au Canada, aux États-Unis et même dans le monde entier, nous n'avons pas d'opinion très tranchée, je dirais, en termes de rendement. Nous nous attendons, dans l'ensemble, à ce que les rendements finissent par se situer à un niveau assez proche de celui d'aujourd'hui. Il semble que cette année encore, les rendements seront à la hauteur du coupon, même si, là encore, des imprévus peuvent survenir en cours de route. Mais encore une fois, je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose pour les obligations. Souvent, les gens veulent vraiment obtenir un rendement élevé sur leurs obligations, mais cela a un coût. Le mieux que vous puissiez obtenir sur un portefeuille obligataire, c'est de récupérer votre coupon et votre capital à l'échéance. Et donc, si vous obtenez une plus-value importante, vous finissez par emprunter sur l'avenir, si vous voulez, en termes de rendement. Je dirais qu'il n'y a pas de tendance forte. La Banque du Canada est probablement à la fin de son cycle de baisse des taux. Le marché n'anticipe pas vraiment d'autres baisses. Il y en aura sans doute quelques-unes de la part de la Fed. En fonction de l'évolution de l'économie, de la renégociation de l'ACEUM, nous serions enclins à envisager une ou deux baisses supplémentaires de la part de la Banque du Canada si la situation venait à se détériorer. Et je pense que c'est également un point important pour les obligations. Bien que nous ne nous attendions pas à de grands changements en termes de rendement, je pense qu'il faut garder à l'esprit que si l'économie venait à s'affaiblir, notamment le marché du travail, la Banque du Canada et la Fed pourraient procéder à des baisses plus agressives, ce qui entraînerait une baisse des rendements, bien sûr. Et cela, je pense que vous obtiendriez davantage de gains et que vous trouveriez un contrepoids dans votre portefeuille. Oui, nous parlons toujours des obligations, du rôle traditionnel qu'elles jouent. Bien sûr, elles génèrent des revenus relativement stables dans le temps, mais elles servent également à compenser l'évolution de votre portefeuille d'actions. Lorsque je m'entretiens avec des investisseurs et des conseillers à travers le Canada, ils sont inquiets et expriment souvent leurs préoccupations lorsque les marchés atteignent des sommets historiques. Il est évident que nous avons un président un peu particulier aux États-Unis, avec une approche différente.
notamment en matière de communication ou peut-être juste les relations avec les pays prétendument amis. Cela déstabilise les marchés et il est important de disposer d'une protection ou d'une assurance, l'assurance classique des obligations. Et selon le niveau de risque que l'on prend dans son portefeuille, parler d'ennuyeux comme étant une bonne chose reviendrait à dire que vous pouvez avoir ces obligations pour compenser la volatilité dans les actions. Et puis, si vous êtes un investisseur plus conservateur, cela mettra beaucoup plus à l'aise pour aborder l'année. Oui, pour répondre à votre question, comment structurer votre portefeuille obligataire? Je dirais qu'il y a trois objectifs principaux pour les obligations. Il y a une question de stabilité, de diversification par rapport aux actions et de revenus. C'est presque comme un triangle et les obligations que vous détenez vous orientent vers l'un de ces trois objectifs. Si vous souhaitez vraiment vous concentrer davantage sur la diversification, vous opterez pour des obligations de meilleure qualité, peut-être des obligations à plus long terme. Si vous souhaitez vous concentrer davantage sur le revenu, vous aurez plus de crédit. Et si vous souhaitez un peu plus de stabilité, vous opterez peut-être pour des obligations à plus court terme. Et à mesure que vous vous rapprochez de chacun de ces points, vous vous éloignez des autres, bien entendu. Il y a donc toujours un compromis entre ces trois éléments. Toutefois, j'ai parlé de la courbe des taux qui est désormais plus pentue et de l'environnement qui est un peu différent de celui auquel nous étions habitués ces dernières années, car la courbe des taux était très plate depuis quelques années. Vous n'étiez pas rémunéré pour vous éloigner sur la courbe. Il était facile de rester en liquidité car celle-ci offrait le même rendement qu'une obligation à 10 ans, mais aujourd'hui, vous êtes rémunéré pour vous éloigner sur la courbe des obligations, ce qui, à mon avis, est un facteur de différenciation important. Car il y a 2 ans, si vous vouliez obtenir un meilleur rendement, la seule option était le crédit. Aujourd'hui, par exemple, notre fonds obligataire phare, RBC, affiche un rendement de 3,8% contre 2,2% pour notre fonds monétaire. Vous pouvez donc obtenir un rendement presque 2 fois plus élevé avec un fonds obligataire qu'avec un fonds monétaire. Je pense que la situation est différente de celle que nous avons connue ces 2 dernières années. Oui, c'est intéressant. Et l'un des autres effets de la courbe de rendement plus pentue que vous avez déjà pu observer au cours des derniers mois est que les valeurs financières commencent à paraître assez attrayantes. Cette courbe de rendement plus pentue s'observe dans la plupart des marchés développés du monde entier et même dans certains marchés émergents. Cela crée des opportunités, comme nous en avons discuté avec plusieurs autres gestionnaires de portefeuille qui gèrent des fonds dans le domaine des actions à travers le monde. Alors, Steve, si nous nous tournons vers les entreprises de premier ordre au Canada, aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, est-ce que cela semble être un secteur intéressant? Vous avez dit qu'avec une courbe des taux qui s'accentue, nous sommes un peu récompensés pour avoir pris un peu plus de risques, mais allons-nous commencer à voir où nous sommes récompensés quelque part dans le monde dans ce secteur des entreprises de premier ordre? Oui, d'une manière générale, je dirais que les fondamentaux sont vraiment bons dans le domaine du crédit. Le contexte économique est assez solide, les bénéfices sont solides, il n'y a pas beaucoup de difficultés à prévoir dans le système. Je dirais donc que pour les titres de créances de qualité investissement et même du côté de la dette, le rendement plus élevé, les fondamentaux sont bons et les aspects techniques sont plutôt bons également. Les flux sont très importants, la demande de crédit est forte aujourd'hui, c'est pourquoi vous constatez cette augmentation des émissions. Je sais que nos collègues américains ont évoqué cet élément de la hausse des émissions obligataires aux États-Unis, attendue de la part des hyperscalers, par exemple, qui vont arriver sur le marché. Nous pourrions donc voir les émissions obligataires des entreprises américaines atteindre 1 billion de dollars cette année contre 600 milliards l'année dernière, je crois. Il y aura donc beaucoup d'émissions. Jusqu'à présent, la demande a été assez forte. La seule préoccupation est que les écarts sont assez serrés en termes de compensation du risque que vous obtenez pour le crédit, que ce soit pour les titres de qualité investissement à haut rendement ou des marchés émergents qui sont inférieurs à la moyenne. Cela ne signifie pas que vous devez y renoncer, cela signifie simplement que vous ne disposez pas d'une marge de manœuvre aussi importante. Si quelque chose tourne mal, si un événement imprévu survient dans l'économie, vous pourriez voir les écarts se creuser légèrement et le crédit sous-performer.
Mais dans l'ensemble, je dirais que dans bon nombre de nos portefeuilles, nous maintenons toujours une surpondération de la position de crédit, surtout dans beaucoup de nos fonds à court terme, ceux d'une durée d'1 à 5 ans, où vous êtes un peu moins vulnérable et où vous avez plus de chances de surperformer. Mais je pense que l'on constate souvent que le crédit peut rester à des niveaux assez serrés pendant de longues périodes. Lorsque l'on en arrive là, il est important de conserver cette allocation, mais je pense que c'est aussi le moment du cycle où la gestion active peut être utile. C'est là que votre équipe crédit entre en jeu pour vraiment choisir où vous allez sur le marché du crédit. Et c'est une partie du cycle où il devient peut-être un peu plus important d'être plus sélectif, disons. Ouais, je pense vraiment que c'est parce que le marché est tellement fade et que les écarts sont si faibles, mais le contexte géopolitique, comme on pourrait dire, est sans précédent, pour ne pas dire fou. On ne sait jamais quand quelque chose va se produire, où ces écarts vont apparaître, et nous devrions préciser les choses. Si l'on considère que le crédit gouvernemental est le moins risqué, on pense au gouvernement canadien qui n'a jamais manqué un seul paiement obligataire. Lorsque nous achetons une obligation, nous prêtons de l'argent à celui qui vend. Si nous prêtons de l'argent au gouvernement canadien, qui est extrêmement fiable, le rendement sera à un certain niveau. Si nous prêtons de l'argent à l'Argentine, qui fait défaut tous les 10 ans environ, nous pourrions alors exiger un taux plus élevé. Imaginez que je prête 20 $ à Steve, un type très fiable, comme vous pouvez le constater. Je lui prêterai 20 $ et il me les rendrait demain. Mais certains de nos amis, Steve, sont beaucoup moins fiables. Donnez-leur 20 $ et vous les reverrez peut-être. Vous pouvez alors leur prêter 20 $ tout en exigeant qu'ils vous remboursent 30 $ dans un an, parce qu'ils représentent un risque plus élevé, tout simplement. On s'attendrait à recevoir un peu plus en retour. C'est là toute la différence entre les niveaux de crédit des gouvernements, des sociétés, des titres à haut rendement. Bon, je simplifie un peu, mais ce qui se passe lorsque vous avez cette instabilité politique, c'est qu'à un moment donné, nous avons des bruits ambiants. Quelqu'un veut envahir le Groenland, par exemple, et cela crée des inquiétudes qui vont finir par nuire à l'économie mondiale. Et tout à coup, pour certaines de ces obligations plus risquées, le rendement augmente. Et c'est pourquoi la gestion active est si importante dans le domaine des titres à revenus fixes. Cela signifie que le gestionnaire actif, par opposition à un indice par exemple, peut modifier la pondération en passant d'un risque faible à un risque élevé, de sorte que lorsque le bruit finit par s'atténuer, l'angoisse diminue, le niveau de nervosité baisse et le taux diminue. Et bien sûr, lorsque les taux baissent, le prix des obligations augmente. Et c'est là que vous gagnez de l'argent sur le marché obligataire. Le contexte géopolitique actuel crée donc ces pics de volatilité à court terme et des fluctuations des écarts, ce qui offre des opportunités très intéressantes si vous pouvez y accéder. C'est là qu'un grand gestionnaire actif apporte une valeur ajoutée. Oui, tout à fait. Et comme vous le dites, lorsque vous êtes un gestionnaire actif, et en particulier lorsque nos équipes ont un horizon à 2 ou 3 ans, elles se disent que les écarts sont serrés aujourd'hui. Il y aura probablement au cours des 18 à 24 prochains mois une période où je pourrai entrer sur le marché à une meilleure valorisation. Donc, si vous pensez à une fourchette d'allocation à la catégorie investissement, je pourrais être dans la fourchette inférieure aujourd'hui, puis, à mesure que les écarts s'élargissent, il y a une opportunité de progresser. C'est donc ainsi que nous voyons les choses. Et encore une fois, je dirais, pour répondre à votre question, qu'avec les obligations de qualité supérieure, les obligations de société de haute qualité, il est très rare d'assister à un défaut réel dans ce segment du marché. Il s'agit de banques canadiennes, de pipelines, de sociétés de télécommunications, d'entreprises de très haute qualité, de sorte que le risque tend à se limiter davantage à la volatilité autour de la prime de risque. Je reviens à mon analogie avec les amis fiables. Steve,
J'ai dit extrêmement fiable. Donnez-lui 20 $ pour le déjeuner. Je sais que je vais les récupérer le lendemain ou la prochaine fois que je le verrai. Mais si je prêtais 1 billion de dollars à Steve, aussi fiable soit-il, je commencerais peut-être à m'inquiéter qu'il s'agit d'une somme trop importante même pour lui. Et cela rejoint la situation de l'économie américaine qui affiche une dette de 38 billions de dollars. Et celle de l'économie japonaise qui affiche, je crois, un ratio dette PIB supérieur à 250%. Nous avons observé une activité particulièrement intéressante en début d'année sur la partie longue de la courbe des taux aux États-Unis et au Japon. Dans ce contexte, pourquoi ne me dites pas comment vous allez rembourser ce billion de dollars, Steve, ou comment le Japon et les États-Unis vont gérer le remboursement de tous ces billions de dollars? Eh bien, commençons par les États-Unis. Il semble y avoir une certaine volatilité autour des échéances longues. Et ce que vous observez, c'est vraiment cette inquiétude. Si vous êtes un investisseur à long terme dans les bons du Trésor, vous vous inquiétez non pas de la viabilité, mais de la volonté du gouvernement américain de vous rembourser. Si cela vous inquiète, cela entraîne une certaine volatilité des sorties de capitaux hors des États-Unis. Si les investisseurs perdent confiance dans le gouvernement, c'est important. Si vous êtes un investisseur obligataire qui investit pendant 30 ans dans un gouvernement, vous devez avoir un certain niveau de confiance. Et si celle-ci commence à s'éroder, c'est là que vous pouvez voir les rendements évoluer, en particulier à long terme. Et c'est ce que nous avons observé récemment avec le revirement sur le Groenland. Nous avons commencé à voir hier et aujourd'hui les taux à long terme baisser aux États-Unis. Si l'on regarde les taux à 10 ans, nous sommes revenus au-dessus du niveau de 4,2%. Le cas du Japon est intéressant. Historiquement, les rendements japonais ont toujours été très faibles. Le Japon lutte contre la déflation depuis plusieurs décennies, mais aujourd'hui, tous les autres pays développés ont relevé leurs taux pour lutter contre l'inflation. Le Japon a été beaucoup plus lent à le faire. On a donc commencé à voir, par exemple, les obligations d'État japonaises à 30 ans, les JGB, passer d'environ 1,5% il y a quelques années à 3,7% aujourd'hui, je pense, quelque part dans cette fourchette. Nous avons donc assisté à une forte hausse des taux à long terme des obligations d'État japonaises. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. La Banque du Japon a commencé à relever ses taux d'intérêt et cette tendance devrait se poursuivre. De plus, le nouveau Premier ministre est très favorable à la croissance. Il y a donc des inquiétudes quant à l'augmentation des dépenses budgétaires, comme vous l'avez souligné, qui s'ajoutent à la dette déjà assez importante du Japon. En conséquence, nous avons assisté à une hausse assez marquée des rendements à long terme au Japon. Je pense que même l'année dernière, cette hausse a dépassé 100 points de base, ce qui est considérable pour une obligation à 30 ans qui n'a pas tendance à fluctuer autant. Je dirais toutefois qu'à ces niveaux, bon nombre de nos équipes de placement estiment que cela est assez intéressant et nous avons légèrement augmenté certaines de nos positions sur le segment à long terme du marché japonais, surtout si l'on tient compte des avantages offerts par la couverture. Ainsi, si vous achetez des obligations d'État japonaises, vous bénéficiez également d'un carry ou d'un effet de portage positif sur la couverture de change. Sur la base de la couverture de change, vous obtenez actuellement plus de 5% sur une obligation d'État japonaise à 30 ans. C'est donc un rendement assez intéressant par rapport au Canada où il est de 3,6%. Et même sur les obligations américaines à haut rendement, vous obtenez, sur la base d'une couverture par rapport au Canada, un rendement proche de 5%. Nous pensons donc que les rendements sont intéressants dans ce pays. Pour que la situation empire, il faudrait que le Japon devienne un pays émergent et connaisse une crise monétaire, mais nous ne voyons pas vraiment cela se produire. Il pourrait y avoir une certaine volatilité continue
Mais si vous regardez ce que le marché anticipe pour les prochaines années, c'est assez agressif. Je pense que le marché anticipe que le rendement des obligations japonaises à 10 ans sera de 4,2% ou quelque chose comme ça dans 10 ans, ce qui est très élevé. Et nous ne pensons pas que les taux directeurs seront proches de ce niveau. Le Japon reste un pays à très faible croissance. Alors, quoi qu'il en soit, il y a eu une certaine volatilité, nous la considérons plutôt comme un avantage. Nous pensons que la prime de risque que vous obtenez est en fait assez intéressante à long terme sur le marché japonais actuel. Et nous ne pensons donc pas qu'elle se maintiendra nécessairement pendant une longue période. Ouais. Pour mettre les choses en perspective, entre le Japon et les États-Unis, disons que je suis une personne relativement prospère au Canada, avec un bon emploi stable et un revenu élevé, et je décide de me lancer sur le marché immobilier. J'achète une maison qui convient à ma famille. Je vais probablement payer 2 ou 3 millions de dollars pour cela. Je pourrais donc avoir une hypothèque assez importante à rembourser. Si j'avais une hypothèque de 5 ans arrivant à échéance au Canada, le taux était d'environ 1,5% dans les 5 dernières années et maintenant je vais renouveler à un taux d'environ 4%. Mes mensualités vont passer de 1000 à 2500 dollars. C'était beaucoup mieux avant. Je suis peut-être capable de payer 2500 dollars, mais cela va changer mon mode de vie. Cela a un impact sur les autres décisions financières que je prends. Et c'est ce à quoi le Japon est confronté. Lorsque ces taux augmentent, vous vous retrouvez avec toute cette dette, vous devez alors payer plus pour rembourser la même dette, tout comme vous payez votre hypothèque. Cela limite vos options en termes de mesures que vous souhaitez prendre en tant que gouvernement pour stimuler la croissance économique ou soutenir l'économie. C'est ce à quoi sont confrontés le Japon avec une dette très élevée, les États-Unis avec une dette également très élevée. Oui, et ces pays ont des entrées fiscales énormes, d'énormes recettes. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser cette dette, mais cela commence à limiter leurs options en termes de politique gouvernementale. Oui, c'est certainement le facteur coût, comme vous le soulignez, car les obligations arrivent à échéance et sont réémises à des taux plus élevés. Les États-Unis sont confrontés à cette situation, beaucoup de pays y sont confrontés. Mais c'est certainement le cas du Japon où l'on a observé un mouvement assez important et où cela a joué un rôle déterminant. L'autre facteur, je pense, c'est que le ministère japonais des Finances a été lent à ajuster ses émissions. Il a émis beaucoup d'obligations à long terme et historiquement, les acteurs locaux et dans une certaine mesure les banques centrales ont également acheté certaines de ces obligations, mais ils le font moins aujourd'hui. Nous pensons donc qu'il a été un peu lent à s'adapter. Il a commencé à ajuster ses émissions en les modifiant un peu. Je pense donc que cela pourrait également contribuer à améliorer la situation. Oui, c'est important, encore une fois, avec tout le bruit autour de l'économie américaine dont on n'entend pas assez parler, si l'on parle spécifiquement des obligations, les États-Unis ont pris le virage vers l'émission de dette à plus court terme. Et cela aide à réduire les coûts et donne un peu de flexibilité à court terme à l'économie pour augmenter la croissance, faire baisser les taux, commencer à faire au moins quelque chose pour réduire la dette et le déficit au cours des prochaines années. Oui, c'est ce que nous avons observé aux États-Unis. Oui, l'administration américaine, bien qu'elle parle de réduire les taux d'intérêt, souhaite en réalité réduire les taux hypothécaires. Et pour ce faire, il faut que les taux à long terme baissent, car de nombreux prêts hypothécaires aux États-Unis sont à 30 ans. Alors, le risque est que si Trump fait pression pour réduire les taux à court terme, cela pourrait en fait nuire aux taux à long terme, qui pourraient alors augmenter. Quelle que soit la personne qui occupera le poste de président de la Fed, elle devra être consciente de ses implications. Si vous voulez maintenir les taux à long terme, vous devez également maintenir votre crédibilité, votre discours de lutte contre l'inflation à court terme. Et pour terminer, Steve, résumez-nous rapidement la situation du marché obligataire canadien en termes de taux et de crédit.
Vous avez évoqué des baisses potentielles de la part de la Banque du Canada, puis, comme ailleurs dans le monde, nous pourrions assister à une légère hausse à long terme. Mais quelles sont les prévisions et où voyez-vous le point d'équilibre sur le marché obligataire canadien en 2026? Je parlerai d'un marché où l'on obtient des rendements similaires de 3,5 à 4 sur les obligations. Et puis encore une fois, du point de vue du crédit, nous apprécions particulièrement la partie courte de la courbe du crédit. Je dirais donc que c'est un moment assez intéressant par rapport aux dernières années pour détenir des obligations compte tenu du niveau des rendements. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 10 ans, les rendements étaient plus proches de 2%. Nous avons traversé une période de normalisation des taux. Les taux sont le meilleur indicateur des rendements futurs et comme je l'ai dit, les rendements actuels de notre fonds obligataire sont légèrement inférieurs à 4%. Alors, nous nous trouvons dans une situation où on obtient aujourd'hui de bons revenus sur les obligations. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous en détenez. Et surtout, je pense que les obligations vont continuer d'être un bon contrepoids à la partie action de votre portefeuille si vous constatez une certaine volatilité. Nous apprécions les opportunités qu'offrent les obligations aujourd'hui. Oui, c'est peut-être un peu ennuyeux, mais je pense que c'est une partie importante de votre portefeuille qui vous aide à dormir tranquille la nuit dans le contexte de votre portefeuille global. Ouais, c'est justement pour cela que je souhaitais votre résumé, Steve. C'était excellent. Nous avons couvert beaucoup de terrain en 30 minutes. Alors, merci d'avoir accepté de participer. J'espère que vous reviendrez. L'expérience vous a plu. J'espère que vous allez revenir. C'était très bien. Non, sans blague, c'était génial. Je vous remercie. Même si je reviens à votre bureau et que je vous demande tout de suite mes 20 $, la dernière fois que je vous ai emprunté 20 $, vous m'en avez demandé 30 en retour. Eh bien, c'est parce que nous aimons les rendements à cette émission. Steve, merci de vous être joint à nous et à bientôt. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.